Bonjour et bienvenue dans Rubis sur Canapé, le podcast dédié à la joaillerie. Bonjour Camille. Bonjour Claire. Bienvenue dans Rubis sur Canapé. C'est très gentil d'avoir accepté mon invitation. Je vous en prie, tout plaisir est pour moi. Alors, vous vous appelez Camille Cuvillier, vous êtes la fondatrice de Galerie Pénélope, qui est une boutique en ligne de bijoux anciens. Oui. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu votre parcours ? Oui, moi j'ai commencé dès le début dans l'expertise de bijoux anciens, en travaillant chez un antiquaire en bijoux pendant 6 ans. Je me suis formée en même temps en gémologie, donc à l'Institut national de gémologie qui est à Paris. Ensuite à Anvers au sein du HRD pour tout ce qui est la partie diamant. Et puis j'ai terminé par le GIA à New York. D'accord, donc ouais, vous avez fait des études de De gémologie, gémologie. oui. Et est-ce que vous pouvez nous dire ce que vous avez aimé dans ces études, pourquoi, si c'est des études compliquées, qu'est-ce qu'il faut comme qualité pour réussir un peu dans la gémologie ? Oui, alors après la gémologie c'est très vaste et en commençant à étudier cette matière on se rend compte que on peut pas nécessairement en faire un métier en soi, donc c'est à coupler avec autre chose. Et la gémologie, pour les bijoux anciens, ça, assez rapidement je me suis rendu compte que c'était indispensable, puisque le jour où on m'amène une pièce avec des pierres, je dois être à même tout de suite de pouvoir identifier les pierres, et de ça on découle la bonne expertise. Donc ces études, elles m'ont surtout servi à ça, à gagner en expérience, en expertise. C'est compliqué comme étude ou C'est plus scientifique que ce qu'on peut imaginer. Mais après, par ailleurs, moi j'ai une vie auparavant où j'étais dans la nutrition. Donc tout ce qui était la partie science m'a pas trop posé de soucis en gémologie. Voilà, donc il peut y avoir ça qui surprend un petit peu. Et puis sinon, non, comme étude, c'est génial. On voit plein de pierres tout le temps. Même des pierres qu'on ne verra pas nécessairement en joaillerie, mais voilà, on prend connaissance d'elles, elles existent. Il y a des collectionneurs qui sont là pour les acquérir. Donc, c'est important de les connaître. Aussi, oui. Dans tous les cas. Voilà. Et donc, vous avez fait plusieurs écoles, et laquelle vous pourriez recommander et pourquoi ? Et le fait d'en avoir fait plusieurs, est-ce que c'est bien ou pas forcément nécessaire ? Alors, ça peut paraître un peu redondant le fait que oui, j'en ai fait 3 ou même trop, mais en tout cas, pour moi, j'ai trouvé ça parfait. Et je peux pas vraiment les départager. J'ai peut-être, mais parce que c'est la dernière que j'ai suivie, j'ai peut-être un petit coup de cœur pour le GIA. Mais malgré tout, je pense que la base assez solide, je l'ai eue grâce à l'ING, où c'était des cours en français. Donc voilà, quelque chose d'assez solide. Ensuite, le HRD, c'était génial parce que pendant presque un mois, on voit des diamants toute la journée. Donc là, on devient très sûr de soi en diamant. Diamant, en plus, c'est vraiment la pierre. C'est le classique en joaillerie. Nous, en expertise, on en voit tous les jours. Donc, il faut vraiment être très sûr de soi et de ce qu'on voit. Et ensuite, le GIA, ça c'était génial parce qu'il y a ce côté-là, malgré tout, où bon, les Américains ont un côté. Ils vont beaucoup plus être dans le côté commercial. Donc, c'est hyper intéressant. Ils vous mettent en relation directe avec le monde du travail. C'est beaucoup plus pratique. Oui, donc ça se complète en fait, les trois se sont bien complétés. Et vous nous avez dit que vous étiez reconvertie. Est-ce que c'était compliqué ou pas forcément ? Non, ça s'est fait très facilement. J'ai étudié dans la nutrition, j'ai travaillé dans ça pendant 1 an. J'ai vu que c'était pas fait pour moi et que j'étais très attirée par le monde de la joaillerie, en particulier de la gémologie. Et là, j'ai fait la bonne rencontre au bon moment, c'est-à-dire cet antiquaire chez qui je suis restée pendant 6 ans. Quelqu'un de ma famille les connaissait et m'a dit va les voir pour discuter avec eux des cours de gémologie. J'y suis allée et là, en fait, de fil en aiguille, on m'a proposé un poste. Voilà. Et du coup, ce poste, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre expérience ? Comment ça s'organise ce type de commerce ? Qu'est-ce que c'était votre métier là-bas ? Alors, ce qui était génial, c'est que j'étais plongée dans le bain très rapidement. Et ça, vraiment, je les remercie parce que ça a été hyper formateur comme expérience. C'est-à-dire que dès le début, on m'a dit, voilà, tu ne vas pas être qu'à la vente. Nous, on ne veut pas juste une vendeuse.
Évidemment que tu vas devoir en faire et qu'il faut avoir ces qualités-là, mais surtout ce qui nous intéresse, c'est que tu te formes à l'achat. Et alors là, j'ai découvert un truc génial. L'achat, enfin, voilà, on doit tout calculer. On nous amène un bijou. Il n'y a pas que le fait que ce soit en or qui va compter. On va devoir analyser les pierres. On va devoir faire des estimations de poids, analyser par exemple pour le diamant leur couleur, leur pureté, toutes les caractéristiques. Et si c'est un bijou ancien, prendre en compte cela, le fait que ce soit une pièce plus ou moins ancienne, plus ou moins rare. Et de ça, on découle un prix. Et voilà. Et ça, c'est la partie que je préfère. Oui, et ça, L'achat. j'imagine, du coup, c'est pas vos écoles qui vous l'ont appris, c'est vraiment l'expérience, en Oui, voir. avec eux. Et c'était quoi un peu les challenges que vous deviez relever au sein de cette expérience-là? Le plus dur et le plus stimulant, c'est l'achat, oui, encore une fois. Enfin, c'est-à-dire que la personne qui nous amène l'objet, il faut trouver le juste milieu. En fait, on arrive à avoir cette pièce-là à un prix relativement correct, puisque derrière, il faut qu'on en vive. Mais aussi, voilà, il faut que ça soit un prix intéressant pour la personne. Enfin, des personnes qui avaient une certaine éthique. Donc, on n'achetait pas à n'importe quel prix. Voilà. Donc, il y a ce juste milieu qui n'est pas nécessairement facile. Et puis, il y a une autre chose, où ça c'est génial, quand on a des pièces où on se doute que ce sont des pièces signées, où on tombe sur des poinçons ou un design bien particulier, là il faut mener l'enquête. Ça peut durer plusieurs jours, voire plusieurs semaines si on doit faire appel à des experts. Oui, parce que c'est pas le même prix d'achat, j'imagine, Bah non, si ça c'est n'a rien, signé ou ça pas. n'a rien à Puis voir. il peut y avoir des contrefaçons. Tout à fait. Donc là, il faut mener l'enquête. Et puis, c'est peut-être la même chose pour des pierres. Par exemple, entre un saphir lambda, on va dire thaïlandais chauffé, ce ne sera pas du tout le même prix qu'un cachemire non chauffé. Voilà. Donc tout ça, il faut être à même de pouvoir l'analyser. Ce qui n'est pas toujours évident pour des pierres, donc on peut passer par des laboratoires aussi. Voilà, enfin, il y a plein de choses possibles. Alors à propos de Galerie Pénélope, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu le concept? Du coup, en fait, cette idée, elle est née dans ma tête au bout de 3-4 ans chez l'antiquaire chez qui j'étais. J'ai vu que Internet, les réseaux sociaux, tout ça, ça se développait énormément. Notamment les bijoux anciens commençaient à se vendre via ce créneau. Et eux ne souhaitant pas le faire avec leur accord, j'ai décidé de mettre leurs pièces en ligne, mélangées aux miennes. Et en fait, c'est comme ça que la galerie Pénélope est née. Bon, à la base, elle s'appelait pas comme ça, elle a changé de nom il y a quelques mois. Et je travaillais grâce à Instagram, grâce à des sites comme Etsy, qui sont des plateformes de vente de vintage. Et puis au fur et à mesure, ça a grossi. Et je me suis rendu compte que je prenais goût à cette liberté, que j'avais envie de me mettre à mon compte. Et je me suis décidée là en septembre. Avant, j'ai fait une petite expérience également chez Chaumet. Et voilà, j'étais vraiment sûre de moi en septembre. Le concept, c'est le bijou ancien, mais avec mon œil en fait de jeune femme parisienne, enfin un regard peut-être un peu plus frais que Moderne. l'antiquaire classique, voilà. L'idée, c'est de valoriser chaque pièce. Elle est déjà unique, mais vraiment de l'exacerber. Pourquoi avoir choisi le bijou ancien alors? C'est le bijou ancien qui m'a choisi. Ah, c'est une belle réponse. C'est le bijou ancien qui m'a choisi, puisque à la base, je voulais juste étudier la gémologie, et c'est cette rencontre avec l'antiquaire et le poste qu'on m'a proposé qui ont fait que j'ai commencé dans ça, mais je n'y connaissais rien. J'avais un attrait pour l'art de manière Ah, générale, mais vous mais n'aviez pas pas une spécialement pour le passion bijou ancien. spéciale pour le... Ok. Pas vraiment. Mais après, voilà, j'ai tout le temps, mes parents m'ont toujours amené chez les antiquaires et tout. Il y avait ce goût-là, mais pas porté uniquement sur le bijou. En commençant chez cet antiquaire, là, j'ai découvert le bijou ancien, et puis c'est pour ça que je dis qu'il m'a choisi, parce que ça a commencé tout de suite. C'est une belle histoire. Ouais. Et est-ce que vous-même, vous portez un peu des bijoux ou pas du tout? Et si oui, Oui, quoi? bah, j'ai toujours mes petites bagues de ma collection personnelle, voilà, qui sont mes petites chouchoutes. J'ai une bague avec un émail de Limoges qui date des années 30. Voilà, donc art déco, dans un camailleux de bleu. Enfin, bon, j'adore. J'invite tout le monde à découvrir l'émail de Limoges, c'est fabuleux. C'est un artisanat français en plus. Et puis j'ai sinon une autre bague des années 70 qui n'est pas signée ou quoi, mais qui est ornée d'une pierre, d'une amolite. Donc là, c'est plutôt la gémologue qui l'a choisie. Et l'amolite étant une pierre, c'est un coquillage fossilisé avec
un process un peu similaire de formation à celui de l'opale. Du coup, ça fait des couleurs arc-en-ciel. Et puis, c'est assez rare de le voir monter en bijoux. C'est plutôt une pierre de collectionneur. Quel est votre quotidien alors en tant qu'entrepreneur, entrepreneuse? Mon quotidien, alors je dirais qu'il se fractionne en fait en semaines. Généralement, ça va être une semaine où je vais aller chiner. Donc en fait, je pars à la chasse au trésor, ce que j'ai fait voilà, il y a quelques jours. Donc je vais aller en Europe ou en France, aussi bien voir des antiquaires que des rendez-vous avec des particuliers que je peux avoir, que des déballages marchands, des grosses foires d'antiquaires. Donc il y a ça, donc ça c'est très intense. On se lève très tôt, on termine très tard, on court partout, mais enfin, on trouve des trésors. Et vous avez un peu une J'adore. anecdote à raconter sur ce qui se passe là-dedans ou... Ah oui, bah alors les déballages marchands, c'est très drôle, puisque souvent ça commence à 8h et les visiteurs comme les exposants n'ont pas le droit de rentrer ou de déballer avant 8h. C'est très strict, hein. Si on le fait, voilà, ça se passe mal. Et ce qui fait que à 8h quand ça ouvre, c'est La folie. la folie. Tout le monde court dans tous les sens. Avec on voit les visiteurs avec les lampes torches et tout qui cherchent le nouveau Botticelli. Enfin bon, c'est assez rigolo. C'est pas évident pour les bijoux parce que c'est pas les pièces qui sortent en premier, donc il faut réussir à être là au bon moment. Mais à force, on connaît les stands et les marchands et voilà, et ça se fait. Mais c'est assez drôle. Ah bah comme c'est ambiance. marrant, ouais. Ouais. Et comment alors concrètement, une fois que vous l'avez vue, cette pièce, il y a des choses à faire spéciales quand on achète le bijou ou pas? Bah, là, ça, c'est avec mon expérience, donc directement, je vais... On négocie ou pas, ce genre de choses? Oui. D'accord. Et, généralement, oui, on négocie. On essaie d'être sûr de ce qu'on achète. Donc, s'il y a des poinçons, c'est assez facile. On peut identifier que c'est en or. Quand on est gémologue, on peut quand même relativement facilement identifier des pierres. Quand il n'y a rien à l'intérieur, c'est plus compliqué, mais on tient compte du risque et on fait voilà, une offre qui en découle. Mais parfois, oui, il y a des prises de risque. Enfin, j'achète des choses au coup de cœur sans être vraiment sûre que ça soit la bonne pierre. Et parfois, je me plante et parfois non. Et bon, tout ça, ça Oui, s'équilibre. Hein. et puis parfois, vous trouvez la perle rare et c'est Aussi. super chouette. Ouais. Et après, une fois donc que vous avez acheté vos trésors... Alors, donc oui, il y a les semaines de Chine. Ouais. Et il y a les semaines où je rentre à Paris et où là, il faut faire remettre en l'état si besoin, faire transformer si besoin, faire des recherches si c'est des objets bien particuliers, voilà où j'ai pris ce risque-là. Il faut que je mène ma petite enquête avec, en se documentant, en contactant les bonnes personnes. Ensuite, par exemple, tous les objets qui ne sont pas poinçonnés, il faut que je les amène à la garantie, qui est voilà, le service de l'État pour faire poinçonner les objets, parce que tout objet qu'on en vend en France doit être poinçonné quand il est en métal précieux. Donc il faut faire ça aussi. Il y a quelques pièces parfois où je peux directement juste les nettoyer, les mettre en ligne. Donc celle-ci, je vais prendre des photos. J'essaye toujours de faire des jolies photos, d'avoir un peu une trame dans mon univers. Voilà, oui, garder une cohérence esthétique. Voilà, donc je peux me transformer aussi en photographe. Et puis après, il y a toute la partie vente, donc il va être la mise en ligne, mais je peux avoir aussi des clientes où je sais qu'elles recherchent ce type d'objet, donc je vais les contacter. Je peux être aussi amenée parfois pour certaines pièces qui ne correspondent pas forcément à la galerie Pénélope à les mettre en vente aux enchères, ça peut arriver, ou à contacter d'autres marchands qui peuvent être intéressés. Enfin voilà, toujours, ça bouge sans arrêt. Oui, donc vous vous ennuyez jamais. Non. Et vos clients, alors, comment vous les trouvez? Mes clients, alors tout ce qui est... J'ai tout un réseau de professionnels que je connais de par mon expérience. Après, concernant les particuliers, ça va être surtout sur Internet. Bon, il y a le bouche à oreille, mais vraiment, ce qui se développe le plus, c'est sur Internet. Et c'est sur ça que j'insiste. Donc, eux me connaissent à la base via Instagram. Donc, j'essaye de poster régulièrement, d'être assez active. Et ensuite, maintenant, de par mon site, on peut me découvrir plus facilement. Et vous qui avez fait les deux, une boutique en ligne et de travailler dans une boutique physique, qu'est-ce qui est le plus difficile? Quels sont les avantages et inconvénients de l'un et de l'autre?
Alors oui, c'est vrai que ça n'a rien à voir. Concernant une boutique physique, ce qui est génial, c'est qu'on a le contact direct avec la personne et que voilà, il y a un lien qui se crée. Et souvent, enfin, j'ai des clients peut-être qui ne sont pas devenus des amis, mais je veux dire, voilà, il y a quelque chose qui se crée très facilement, qui malgré tout est plus compliqué à acquérir en ligne. Oui, même si effectivement il y a des chatbox, etc., et qu'on essaye de Oui, reproduire la même oui, chose, c'est pas pareil. c'est pas pareil, non. Et puis on va parler de nos vies respectives. Enfin voilà, il y a vraiment quelque chose qui se crée. J'apprends à bien connaître la cliente quand je l'ai en face de moi. Donc ça, c'est l'avantage. L'inconvénient, c'est que du coup, peut-être que ça peut prendre plus de temps que quand on est juste derrière son ordinateur. Voilà. Mais bon, quand on a une boutique, ça fait partie aussi du jeu, quoi, enfin, d'avoir ce temps-là pour les personnes qui viennent vous voir. Et sur Internet, C'est peut-être moins libre en fait, parce que justement il y a des horaires à respecter. voilà, oui. Moi, c'est pour l'instant ce qui me freine un peu, vu que ce que j'adore, c'est aller chiner n'importe où, n'importe quand. Pour l'instant, ça me semble un peu compliqué à allier, enfin à mon niveau. Je peux pas avoir encore d'employés ou quoi, mais ça va venir un jour, hein. Ça voudrait dire qu'il faudrait que je reste tout le temps dans la boutique, ça me semble un peu compliqué. Mais je pense que ça se fera par la suite. Et ensuite, concernant à la vente sur le net, ce qui est génial déjà, c'est que c'est international. Donc je suis en contact avec des gens qui sont dans le monde entier. Donc ça, c'est quand même une chance. Par exemple, quand je suis allée pour faire le GIA à New York, j'ai rencontré une cliente qui était à New York. Et on a pris un café et tout, et c'était super. Et quand elle vient à Paris, on se voit. Enfin voilà, c'est faire des rencontres que je n'aurais pas fait par ailleurs. L'inconvénient, encore une fois, oui, c'est que Peut-être en termes pour budgétaires, communiquer. non? C'est moins cher une boutique en ligne, ou peut-être qu'il y a des coûts Oui, cachés? c'est sûr que mes frais fixes sont nettement moindres en ayant juste une boutique en ligne. Ça, c'est évident. Il y a quand même des frais que peut-être on n'imagine pas, comme de faire de la publicité, des choses comme ça qui coûtent un peu. Oui, mais je pense que c'est incomparable malgré tout avec un loyer et des salaires à verser à des employés. Non, je pense que c'est pas comparable. Est-ce que c'est compliqué de gérer un site internet? En fait, c'est comme tout, quand on s'y intéresse, on peut y arriver. Alors au début, c'était un peu compliqué, hein, à un moment j'ai dû changer mon code. Euh, j'ai paniqué. Oui, parce que vous n'êtes pas développeuse, ou Ah un non, peu quand même, non? pas du tout. J'ai 30 ans, donc je suis d'une génération où tout ce qui est informatique, ça va, je gère à peu près, mais le code, non, c'était une grande première. Bah, si on n'a pas appris, Ah, on n'invente pas. voilà. Mais la magie d'Internet, hein, on a des tutos pour tout. Bon, et puis j'ai des amis qui sont un peu dans ce milieu-là qui m'ont aidée. Et voilà, et puis Donc on en se fait, vous en débrouille. sortez très bien pour Oui, gérer le site. bah, C'est pas quelque chose qui est compliqué, où on est obligé de faire appel à quelqu'un d'autre. je pense que quand on est entrepreneur, enfin, on apprend en tout cas à se débrouiller. Alors ça peut être un peu système D au début, mais après on se perfectionne et voilà, et on devient un peu touche à tout. Enfin, oui, maintenant je suis aussi bien développeuse que photographe. Bah ça, c'est super C'est pas d'avoir mal. développé des compétences. Et pour vous, alors, quelles compétences vous avez vraiment acquises en développant Galerie Pénélope que vous aviez pas du tout avant, quoi? Je dirais la prise de risque. Ça, ouais. Et de devoir oui, prendre des décisions vite et bien. Quand, malgré tout, quand on est employé, on est toujours un peu protégé de ça. Enfin, si on a un doute, on fait appel à notre supérieur et voilà, c'est quelque chose qui est une décision collégiale. Là, le risque, si je prends la mauvaise décision, c'est pour moi, quoi. Mais bon, c'est un challenge comme un autre. Et alors, qu'est-ce que vous recommanderiez à quelqu'un qui souhaiterait lancer son activité? Déjà, il peut, dans les bijoux anciens, Oui. évidemment, il peut me contacter et on peut en parler de vive voix avec grand plaisir. Mais qu'est-ce que je lui conseillerais Je sais pas si j'aurais grand-chose à lui conseiller, si ce n'est que il faut être Disons, passionné. quelle Passion. qualité il faut Il pour faut faire aimer ça. ça. Je pense que... Et c'est le cas, la plupart des antiquaires que je connais, c'est des gens qui ont choisi ce métier par passion. Et c'est, je pense, que comme ça que ça peut marcher. Chaque journée sera différente, bon ça peut être plaisant, mais avec son lot d'imprévus et pas toujours très positif. Et effectivement, apprendre à relativiser, à prioriser aussi. Ça, c'est parce que là, moi, pour l'instant, je suis toute seule.
Donc il y a une charge de travail assez importante et parfois même tout le temps, en fait, j'ai jamais le temps de faire tout ce qu'il faudrait que je fasse. Se dire que bon bah c'est pas grave, on fait ce qui est prioritaire et puis le reste suivra plus tard, quoi. Et est-ce que vous avez des projets que vous pourriez ou souhaiteriez parler? Bah, pour la galerie Pénélope, j'ai envie qu'elle continue de grandir. J'aimerais pouvoir acquérir des pièces, peut-être des pièces plus rares ou d'une valeur plus importante, enfin voilà, monter un peu en gamme, mais en gardant toujours des pièces accessibles, puisque c'est quand même comme ça que j'ai commencé, et je pense que c'est important aussi que les gens qui aiment les bijoux anciens puissent s'en offrir ou se faire offrir des bijoux anciens, peu importe leur budget. Ça me tient à cœur. Et ensuite, sur le long terme, bah, peut-être que d'ici 5 à 10 ans, j'aurai une boutique. Eh ben, c'est tout ce Ouais. qu'on vous souhaite. Pour terminer, est-ce que vous auriez une expo que vous avez vue récemment et qui vous a plu, que vous aimeriez partager? Alors, malheureusement, j'ai moins le temps d'aller voir des expos qu'avant, mais j'en ai vu une récemment, mais qui n'a rien à voir avec les bijoux. Je suis allée au Centre Pompidou voir Bacon, et voilà, je le conseille. Ça vous a plu? Ouais, C'était... c'est intense, c'est à vif, et c'est puissant, quoi. Merci beaucoup de m'avoir accordé cette interview. Bah, je vous en prie, Claire. Merci d'avoir pris le temps également. Merci beaucoup d'avoir suivi cet épisode. Si vous aimez Ruby sur Canapé, n'hésitez pas à aller sur iTunes, lui attribuer des petites étoiles. Cela est essentiel pour le développement du podcast, car ça l'aidera à être mieux référencé, donc plus connu et écouté. Vous pouvez également partager cet épisode sur les différents réseaux sociaux. À très bientôt dans Ruby sur Canapé.